Bonjour et bienvenue sur Europe Hebdo, votre revue de presse européenne hebdomadaire. Pour cette 39e semaine de 2024, la vie de l'Union relate les suites du différend entre l'UE et la Chine, l'embarras de l'Union sur sa relation avec la Tunisie à la veille de la présidentielle tunisienne, la présidence hongroise qui minimise le sujet ukrainien, la Commission qui est prête à débloquer des fonds après la tempête Boris et le statut du loup qui est revu à la baisse. Dans le club des 27, les sociaux-démocrates gagnent le scrutin régional dans le Brandebourg en Allemagne. Italie et Allemagne plaident pour une révision anticipée des objectifs sur les moteurs thermiques. Les États membres ont du mal à faire appliquer les jugements sur les droits humains. Le Portugal vit une grève qui va donner le ton pour le projet de budget 2025 et le gouvernement slovaque continue sa bascule vers l'autoritarisme. Et chez nos chers voisins, la Russie réaffirme sa menace nucléaire à l'égard de l'Occident, l'Ukraine bénéficiera d'une aide supplémentaire des États-Unis et la Macédoine du Nord est à l'arrêt sur la route de l'adhésion. On passe sans plus attendre à la vie de l'Union. International, le contentieux avec la Chine va devant l'OMC. Je vous en parlais la semaine dernière, et il semblait que le commissaire européen au commerce, Valdis Dombrovskis, et son homologue chinois Wang Wentao avaient trouvé des points d'accord et le différend semblait en bonne voie de résolution. Lundi, la Commission européenne a lancé une procédure auprès de l'Organisation mondiale du commerce afin de démontrer que les enquêtes menées par Pékin sont abusives et n'ont pour seul objectif que de forcer la main à ses partenaires européens sur les potentielles surtaxes sur les frais de douane concernant les voitures électriques produites en Chine. Ce retournement fait suite à l'envoi d'un questionnaire par la Chine à toutes les entreprises impliquées dans l'enquête sur les produits laitiers, ce qui semble démontrer que la Chine poursuit ses investigations. La Chine a réagi en regrettant la décision de l'UE de porter l'affaire devant l'OMC, mais ajoute qu'elle se conformera aux normes de l'OMC pour y répondre. La France avait fait de ce combat contre les subventions chinoises un pilier de sa stratégie pour protéger le groupe Stellantis, qui regroupe notamment Peugeot, Citroën et Fiat, et quelques autres constructeurs européens. Pas étonnant que les enquêtes chinoises portent donc sur les vins et spiritueux, les produits laitiers et le porc, trois marchés où la France est exportatrice. Au contraire, l'Allemagne, la Suède et la Hongrie, très en lien soit avec le marché chinois pour les constructeurs allemands, soit en lien avec les constructeurs chinois pour la production de batteries pour la Suède et la Hongrie, ont ferraillé pour ne pas sanctionner la Chine. Cette procédure devant l'OMC va commencer par une étape de consultation de 60 jours où les deux parties se consultent afin de trouver un compromis en prenant l'OMC à témoin. Si ces consultations ne portent pas leurs fruits, l'Union européenne a fait savoir qu'elle demanderait la mise en place d'un panel d'experts. La problématique de ce panel, c'est que la procédure prendra un an pour aboutir à des conclusions, donc nous en sommes déjà à 14 mois minimum. Est-ce que l'Union européenne aura les reins assez solides pour tenir 14 mois? C'est une éternité dans le monde économique, le manque à gagner risque d'être colossal. Le but de l'Union européenne à travers cette procédure est de démontrer que l'Union ne se laissera pas faire et défendra bec et ongle ses intérêts commerciaux et ne cédera pas au chantage. Reste à savoir ce que décideront les 27 qui ont remis à plus tard le vote concernant la surtaxe des frais de douane en novembre. Le vote dépendra de l'état économique de leurs industries qui pourraient pousser pour abandonner les sanctions. International encore, à l'approche de la présidentielle tunisienne, l'Union européenne peine à cacher son embarras. Je vous en parlais il y a quelques mois, l'Union européenne avait conclu un accord avec la Tunisie concernant l'immigration. La présidentielle tunisienne aura lieu le 6 octobre. L'heure de faire le bilan pour le haut représentant sortant aux affaires étrangères, Josep Borrell. Le pays est devenu un État autoritaire où Kais Saied, le président, a élargi ses pouvoirs et réduit les droits de l'opposition à peau de chagrin. Si bien que l'issue du scrutin ne fait guère de doute, il devrait sans surprise s'en sortir gagnant. Deux candidats ont été autorisés à concourir contre lui, dont un est en prison.
Le service européen d'action extérieure, le service diplomatique de l'Union européenne, a rédigé une note cet été qui démontre le positionnement compliqué de l'UE. Dans cette note, le SEAE indique que l'Union a intérêt à conserver son partenariat avec la Tunisie pour que le pays reste stable et doit tenter de promouvoir la protection des droits de l'homme tout en poursuivant sa coopération sur l'immigration. Le dilemme sera de conserver sa crédibilité tout en traitant avec Kais Saied, dont on sait que la pratique du pouvoir ne laisse pas de place à une réelle démocratie parlementaire équilibrée entre pouvoir et contre-pouvoir. Des figures de l'opposition ont été arrêtées et des partis politiques ont été marginalisés, avec une liberté d'expression de plus en plus restreinte. Si la Tunisie ne devrait pas connaître de faillite, sa stratégie économique laisse songeur. Sur la stratégie migratoire, la note fait remarquer une baisse de 65% des arrivées de migrants irréguliers au premier semestre 2024, comparé au premier semestre 2023. Mais ces chiffres cachent une réalité bien macabre, faite de détentions arbitraires, de violences policières, mais aussi par la population tunisienne elle-même. Des faits relatés par le Guardian dans une enquête qui voulait faire le point sur le mémorandum passé entre la Tunisie et l'Union européenne sur l'immigration. L'enquête du journal britannique fait état de violences sexuelles et systématiques et cite un document obtenu par l'ONG State Watch qui affirme que les fonds européens ont financé des groupes accusés d'abus envers les migrants. Un argument réfuté par la Commission européenne. Mais l'Union européenne assure qu'elle mettra en place une mission de surveillance indépendante sur pied pour s'assurer du bon usage des fonds européens. L'opposition tunisienne a déposé plusieurs plaintes à la Cour pénale internationale au sujet des violences à l'égard des migrants. Mais c'est ici que commence la real politique. Même si elle connaît la face sombre de la politique tunisienne, l'Union européenne ne peut pas couper le lien aussi facilement. L'influence européenne en Afrique a été très largement sapée par les divers coups d'État menés sous l'influence de la Russie au Sahel. La Tunisie est dans une situation fragile où elle vend son soutien aux plus offrants, et la Russie et la Chine restent à l'écoute. La multiplication des partenariats euro-méditerranéens a pour but premier de réduire le flux migratoire, mais dans le même temps, l'Union européenne se rend vulnérable, pouvant faire l'objet d'un chantage au chéquier et à l'inaction des partenaires frustrés face à la pression migratoire. Conseil de l'Union européenne, les 27 reprochent à la Hongrie de minimiser le sujet ukrainien. Il aura fallu du temps pour que la Hongrie puisse démarrer sa présidence. Entre les vacances d'été et les élections européennes, les réunions du Conseil étaient un peu suspendues à la réorganisation des institutions supranationales que sont le Parlement européen et la Commission européenne. Viktor Orban ne se limitant qu'à des voyages diplomatiques pour lesquels il a totalement fourvoyé le rôle de la présidence en s'autoproclamant président de l'Europe et en s'arrogeant le protocole européen avec des visites à Moscou et à Mar-a-Lago, à la résidence secondaire de Trump. Des voyages qui ont provoqué l'ire des institutions, des députés européens et des 26 autres États membres qui n'ont pas apprécié que Viktor Orban confonde son agenda national avec celui de l'Union européenne. Et son objectif de polariser le débat continue au sein du Conseil. À l'heure de pouvoir enfin partager sa feuille de route pour la deuxième moitié de sa présidence, la Hongrie a choqué ses partenaires européens par la mise à l'écart de l'Ukraine, malgré un soutien assez appuyé des autres États de l'Union. Depuis le début de l'agression russe en 2022, la Hongrie trouve toutes les excuses pour ralentir l'aide à l'Ukraine. Le dernier épisode en date est la Facilité européenne pour la paix, outil de remboursement de l'aide à l'Ukraine aux États membres. Alors que la Hongrie se refuse à envoyer de l'aide, elle oppose son veto à l'aide. Et cette triste comédie continue dans le cadre de la présidence hongroise, où la Hongrie ne fait de l'aide à l'Ukraine qu'un sujet annexe. La feuille de route se concentre sur la compétitivité, la défense, l'immigration et l'élargissement. La Belgique, la Tchéquie, la Suède, la Finlande, la Lettonie et la Pologne, par la voix de leur ministre des Affaires étrangères, ont dénoncé cette façon de faire à la sortie de la réunion.
Mais les coïncidences font bien les choses, l'état de droit était à l'ordre du jour de la réunion. Certains des ministres présents n'ont pas manqué de rappeler qu'actuellement, la Hongrie est loin de s'y conformer, notamment avec des suspicions plus qu'avérées de corruption et de manque d'indépendance de la justice. La ministre des Affaires étrangères belge et future commissaire européenne, Hadja Labib, s'est même fendue d'une pique à l'égard de la Hongrie en l'invitant à travailler sur l'état de droit. Le ministre des Affaires étrangères polonais, Adam Szłapka, a même demandé une clarification de la Hongrie concernant son positionnement vis-à-vis de la Russie avant le prochain sommet européen qui se tiendra pour déterminer le soutien à l'Ukraine concernant ses structures énergétiques les 17 et 18 octobre. Environnement. La Commission européenne prête à déclencher le Fonds de solidarité pour les sinistrés d'Europe centrale. C'est le service presse de la Commission européenne qui en a fait l'annonce. Elle se dit prête à activer le Fonds de solidarité de l'Union européenne pour les régions touchées par les inondations consécutives à la tempête Boris. La semaine dernière, Ursula von der Leyen avait parlé de 10 milliards d'euros. La Pologne pourrait recevoir la moitié de cette somme. Cependant, la Commission rappelle qu'elle ne peut débloquer les fonds que sur requête des États membres. Elle ne peut pas agir de son propre chef. Mais le fonds de solidarité n'est généralement pas demandé tout de suite. Ce n'est pas un outil d'urgence, mais de reconstruction. Il revient à l'État membre de faire l'état des lieux des dégâts causés, avec un bilan chiffré à remettre à la Commission. En parallèle, la Pologne va aussi amender son projet de budget 2025 afin de mobiliser de l'argent pour la reconstruction. La Pologne a déjà débloqué près d'un demi-million d'euros pour relancer les premiers travaux d'urgence. Environnement. Le statut du loup revu à la baisse. Lors d'une réunion du comité des représentants permanents, le COREPER, le premier stade de négociation au sein du Conseil de l'Union européenne, où ce sont les représentants permanents à Bruxelles qui déblayent le travail pour leurs ministres, les 27 ont décidé de réduire la protection du loup. À la base, c'est la Commission qui a proposé de faire passer le statut du loup de strictement protégé à simplement protégé en décembre 2023 pour augmenter les marges de manœuvre des États membres à l'égard de la gestion des populations de loups en Europe. Mercredi 25 septembre, les ambassadeurs des 27 ont acté ce changement et jeudi, ce sont les ministres des 27 qui ont validé cette décision définitivement. L'Union européenne devra donc notifier au secrétariat de la Convention de Berne du Conseil de l'Europe, au 1er octobre, sa décision de rétrograder la protection du loup, puisque la réunion de cette instance n'a lieu qu'une fois par an. Dans le droit européen, c'est la directive Habitat qui accorde un statut spécial à certains carnivores, comme l'ours brun, le carcajou, le chacal doré, le lynx d'Eurasie, le lynx ibérique et bien sûr le loup. L'interdiction de les abattre ou de les capturer a permis de presque doubler la population de loups entre 2012 et 2023, les faisant passer d'environ 11 200 à 20 300. Des dérogations existent déjà pour les États membres, notamment lorsque les intérêts économiques sont menacés. La CJUE avait statué sur le cas de l'Espagne et de l'Autriche en disposant que les dérogations ne devaient être accordées que si l'état de la population de loups était satisfaisant. D'après un rapport de la Commission en 2023, près de la moitié des pertes de bétail en France, en Allemagne et en Italie étaient causées par le loup. Certains eurodéputés reprochent à la présidente de la Commission une vendetta personnelle à l'égard des loups, puisque l'un de ses poneys est décédé des suites de l'attaque d'un loup en septembre 2022. Des chercheurs mettent en garde cependant sur les abattages. Le loup est une espèce qui fonctionne en meute. Si le chef de meute meurt, c'est une restructuration du pouvoir qui a lieu au sein de la meute, qui peut au contraire mener à l'augmentation des attaques. Les ONG environnementales rappellent que les loups sont essentiels à la biodiversité et insistent pour que le statut ne change pas. L'Union internationale pour la conservation de la nature, dans sa dernière étude, estime que 6 des 9 populations transfrontalières sont considérées comme vulnérables ou quasiment menacées.
Les ONG environnementales redoutent que cette remise en cause du statut du loup ne puisse s'appliquer plus tard aux autres carnivores, notamment l'ours brun, qui est accusé lui aussi d'attaque contre le bétail. Passons désormais au club des 27. Allemagne. Victoire du SPD dans le Brandebourg et démission de la direction des Verts. Dimanche 22 septembre, c'est un ouf de soulagement qu'a dû pousser le chancelier Olaf Scholz. Après 2 revers en Saxe et en Thuringe, le Land de Brandebourg reste social-démocrate malgré un score historique de l'AfD dans la région. Un score qui voit les sociaux-démocrates progresser par rapport à 2019. C'est la région natale d'Olaf Scholz, ce qui en faisait un enjeu d'autant plus grand. Un scrutin qui a eu lieu 2 semaines après les régionales en Thuringe et en Saxe, avec comme sujet central l'immigration, dans la même lignée que les 2 autres. Entre deux, le chancelier a mis en place un renforcement des contrôles aux frontières et le rétablissement temporaire des frontières avec le Benelux, le Danemark et la France. Le SPD a remporté 30,9% des suffrages contre 29,3% pour l'AfD. L'alliance Sarah Wagenknecht finit troisième avec 13,5% des suffrages, devançant même la CDU qui ne récolte que 12,1%. Avec 5,1%, les Verts échappent de peu à leur disparition du Landtag de Brandebourg, le Parlement régional. La participation au scrutin s'élève à 70%. Le ministre-président sortant, Dietmar Woidke, avait demandé à Olaf Scholz de ne pas s'immiscer dans la campagne régionale pour éviter de tomber dans le piège de ses adversaires, de faire de ce scrutin un enjeu national. Le Land de Brandebourg est un land rural de l'ex-RDA qui a connu un développement fulgurant depuis la réunification, mais dont les inégalités avec l'ex-Allemagne de l'Ouest restent un vecteur important de mécontentement. Un land socialiste incontesté depuis 1989, c'est même là qu'est née la première section du SPD à l'Est, avant même la réunification. La nouvelle majorité devrait s'appuyer sur la CDU et les Verts, mais il faudra un dernier partenaire afin d'avoir une majorité absolue. L'alliance Sarah Wagenknecht, avec ses 13%, suffirait. Mais entre la volonté de mettre comme condition l'arrêt du soutien à l'Ukraine et le retrait de l'OTAN comme des lignes rouges pour le nouveau parti, et le SPD qui n'entend pas discuter de sujets nationaux pour former une coalition, les discussions risquent d'être âpres. Conséquence des dernières régionales, la direction de Die Grünen, les Verts, a démissionné. Les coprésidents Omid Nouripour et Ricarda Lang ont estimé qu'à l'approche des élections fédérales, les Verts devaient entamer une nouvelle dynamique avec une nouvelle équipe. Ils avaient été élus en 2022 et réélus en 2023 pour 2 ans. Les européennes où le parti a vu son score divisé par 2 par rapport à 2019, combiné à l'absence des Verts en Thuringe et leur quasi-disparition en Saxe et dans le Brandebourg, a fait basculer le parti dans sa crise la plus profonde depuis 10 ans. Les Verts sont la principale cible de la droite et de l'extrême droite, qui les accusent d'être responsables de la crise des prix de l'énergie, d'écologie punitive et d'être faibles sur l'immigration. L'autre cause pourrait être leur impopularité en tant que membres de la coalition fédérale. Italie et Allemagne. Les 2 pays demandent la révision de la législation sur l'interdiction des moteurs à combustion interne. Mercredi 25 septembre, l'Italie a demandé d'anticiper la révision de l'interdiction des véhicules à moteur à combustion interne dans l'Union européenne. Cette révision devait avoir lieu en 2026. C'est l'un des engagements forts du pacte vert d'avoir fixé en 2035 la fin des ventes de voitures thermiques neuves. Le ministre italien des entreprises et du Made in Italy, Adolfo Urso, a présenté sa demande au Conseil de l'UE dans le cadre de la réunion sur la compétitivité. Il relaye l'inquiétude des constructeurs italiens concernant l'interdiction des ventes de véhicules thermiques en 2035, car ils ne sont pas sûrs de pouvoir remplir l'objectif de la transition vers l'électrique et ils veulent que leurs salariés soient rassurés sur les règles et la capacité des entreprises à se conformer à la législation européenne. Cette demande fait suite à la fermeture d'usines automobiles
en Allemagne. L'Allemagne, qui a d'ailleurs rejoint l'Italie, par la voix du ministre de l'économie Robert Habeck, probable candidat à la chancellerie pour les Verts en 2025. Il porte lui aussi la voix des syndicats et des constructeurs. Cette révision permettrait d'assouplir la première étape de réduction de 15% des émissions de CO2 en 2025 des voitures vendues. La crainte est de voir les constructeurs sanctionnés par des amendes qui auraient un impact dévastateur sur leur activité économique. Il explique aussi cette demande par la réduction de la consommation chinoise, très friande de berlines allemandes, la faiblesse des ventes des voitures européennes et la concurrence des voitures électriques. Malgré tout, le ministre allemand de l'économie est clair. On ne touche pas à l'interdiction de 2035, nécessaire pour la neutralité carbone en 2050. La difficulté, c'est que si les premiers changements sont déjà questionnés, il est fort probable que les délais s'allongent par la suite. Mais lorsque la règle a été votée en 2019, personne n'avait idée que le monde allait connaître une longue période de confinement, la guerre en Ukraine et un nouvel embrasement du Moyen-Orient. Des événements qui ont une répercussion sur les prix des matières premières et la capacité de production des constructeurs. Un moyen peut-être aussi de couper l'herbe sous le pied du futur chancelier, qui pourrait bien être le chrétien-démocrate Friedrich Merz, qui a fait de la défense de l'industrie allemande un point cardinal de son programme et qui pourrait remettre en cause le pacte vert. Justice, les États membres à la peine pour faire appliquer les jugements de la CJUE et de la CEDH. Lundi 23 septembre, l'ONG Democracy Reporting International a publié un rapport en collaboration avec le European Implementation Network concernant la mise en œuvre des arrêts européens par les États de l'UE. Le rapport révèle que fin 2023, 624 arrêts importants n'étaient toujours pas respectés par les États membres, contre 616 en 2022 et 602 en 2021. La Cour européenne des droits de l'homme se charge de faire respecter la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Même si ces arrêts sont contraignants, elle n'a aucun levier pour forcer les États à appliquer ces jugements, le tout est au bon vouloir des gouvernements. Pour la Cour de justice de l'Union européenne, c'est différent. La CJUE rend ses arrêts sur le droit de l'Union européenne et la Commission européenne, en tant que gardienne des traités, se charge de faire appliquer les arrêts, quitte à menacer les États membres d'amendes forfaitaires tant que ce n'est pas appliqué. Le rapport montre que sur 201 arrêts de la CJUE relatifs à l'état de droit ces 5 dernières années, à peine la moitié ont été pleinement suivis. Sans surprise, ce sont la Hongrie et la Roumanie qui démontrent le plus de difficultés à les mettre en œuvre, mais c'est plus par volonté politique que par un manque de moyens. En 2023, c'est 76% des arrêts de la CEDH qui n'étaient pas appliqués en Hongrie et la Roumanie avait 115 jugements en suspens. La moyenne européenne est de 44% de mise en œuvre des jugements de la CEDH. Deux exemples ont percuté cette actualité cette semaine. Tout d'abord, la Belgique a été épinglée vendredi 21 septembre pour son manque de capacité d'accueil de demandeurs d'asile. Nos voisins d'outre-Quiévrain ont 4000 personnes en attente d'être placées. La secrétaire d'État à l'asile, Nicole Demore, indique que l'augmentation de places d'accueil n'est pas à l'ordre du jour. La Belgique a connu 17 000 demandes d'asile pour le premier semestre 2024. La Belgique fait appel à la solidarité européenne. Malgré tout, le Conseil de l'Europe a demandé un budget suffisant et un calendrier de mise en application du jugement. Autre exemple, la Roumanie qui s'était vue condamnée pour le manque de protection légale des couples de même sexe. Le Premier ministre Marcel Ciolacu estime qu'une nouvelle législation n'est pas nécessaire. Il considère que le droit est déjà suffisamment protecteur pour toutes et tous dans un pays multiethnique et pluriconfessionnel. Mais les ONG LGBTQIA+ de Roumanie rappellent que leur protection juridique au sein du couple n'est aucunement équivalente aux couples traditionnels. Les couples de même sexe n'ont pas le droit d'hériter de leur conjoint, de prendre des décisions médicales pour leur partenaire, de toucher une pension de réversion en cas de décès
ou de jouir d'une propriété en commun. L'arrêt date de 2023 et pourtant le gouvernement rechigne à mettre en place un cadre juridique en plaidant le manque de préparation de la société roumaine à un tel droit et l'opposition de l'Église orthodoxe. Les États tentent parfois de s'en conformer partiellement pour éviter les rappels insistants. Le rapport préconise à l'Union européenne de mettre plus de moyens dans l'application des jugements, notamment en soutenant la société civile et le Conseil de l'Europe, afin de tenir responsables les États membres de la protection des droits humains. Portugal, des grèves qui vont venir peser sur le débat du budget pour 2025. C'était attendu depuis l'arrivée au pouvoir de Luís Montenegro en tant que Premier ministre. Le chef de l'exécutif, à la tête d'un gouvernement minoritaire, passe son premier défi, faire adopter un budget pour 2025. Un débat sur le budget qui se fera dans un contexte tendu puisque beaucoup de services publics se plaignent du manque de moyens. Et c'est dans ce cadre que les médecins et infirmiers portugais ont entamé une grève de 48 heures mardi 24 septembre. 31 000 professionnels de santé s'étaient déclarés en grève. Les infirmiers et infirmières ont reçu un rattrapage de salaire de 300 euros mensuels qui sera versé progressivement jusqu'en 2027. Mais certains syndicats ne s'en satisfont pas puisque l'État portugais a encore des impayés qui remontent jusqu'à 2018. Le gouvernement a essayé de contenter plusieurs branches de fonctionnaires comme les enseignants, les greffiers et les forces de l'ordre. Le contexte est tendu et le Parti socialiste a déjà mis en garde le gouvernement. Il ne votera pas le budget si le gouvernement ne satisfait pas les augmentations de budget des services publics. Slovaquie, la majorité gouvernementale met la main sur la commission de surveillance. Le gouvernement Fico ne dévie pas d'un iota de sa feuille de route dans le démantèlement de l'état de droit en Slovaquie. Après la justice, la police, les milieux culturels, la société civile, ce sont désormais les services secrets sur lesquels le Premier ministre veut faire main basse. Sa coalition gouvernementale vient de mettre la main sur la commission parlementaire chargée de surveiller les agissements des renseignements slovaques. Habituellement, cette commission revient à l'opposition, donnant ainsi un gage de contre-pouvoir à l'opposition. Mais la pratique cesse avec une telle manœuvre. Une prise de guerre qui fait redouter un usage politique des services secrets slovaques. Cette commission devait notamment traiter de l'achat de logiciels espions Pegasus et de son encadrement. Mais avec des soutiens du gouvernement aux manettes, c'est un blanc-seing qui pourra être donné et en faire une arme politique, à l'image des services secrets polonais sous le gouvernement PIS, qui avait fait surveiller les communications de l'opposition et avait fait fuiter quelques informations compromettantes. Ce qui rend encore plus compliqué le contrôle de l'opposition, c'est que le chef des services de renseignement slovaque est Pavol Gašpar, fils d'un éminent député du Smer, le parti au pouvoir. Une décision qui s'ajoute à l'éviction de Michał Šimečka de son poste de vice-président du Parlement slovaque. Des agissements qui devraient convaincre la Commission européenne de sanctionner la Slovaquie pour son manque de respect de l'état de droit et d'imposer ses premières retenues sur subventions. Passons enfin à la rubrique Nos chers voisins. Russie, un changement de doctrine militaire qui fait planer une menace nucléaire sur l'Occident. Mercredi 25 septembre, le président russe Vladimir Poutine a annoncé sa volonté de réformer la doctrine militaire et notamment celle de la dissuasion nucléaire. Après l'incursion ukrainienne dans l'oblast de Koursk, la volonté d'intégrer la notion de pays soutenant un adversaire de la Russie non nucléaire par des pays dotés de la dissuasion nucléaire comme motif valable de l'utilisation de l'arsenal nucléaire. Un moyen de mettre la pression sur l'Occident et notamment l'Union européenne et ses 27 États membres qui discutent actuellement d'une nouvelle tranche de soutien à l'Ukraine pour l'hiver. Il mentionne notamment une offensive aérienne d'ampleur, faisant ainsi référence aux missiles de longue portée réclamés avec insistance par l'Ukraine depuis des mois et leur potentielle utilisation en profondeur dans le territoire russe. Les États-Unis ont par ailleurs annoncé l'envoi de bombes planantes à l'Ukraine. Cette nouvelle doctrine doit par ailleurs confirmer le statut de quasi-oblast de la Biélorussie, qui dispose de missiles nucléaires russes sur son territoire. Des menaces aériennes d'ampleur,
La Russie en subit depuis des mois. Cette menace a aussi pour but de faire réfléchir l'armée ukrainienne qui ne devrait pas flancher malgré la pression du Kremlin. C'est aussi certainement un moyen de faire oublier l'échec du lancement d'un missile Sarmat qui a détruit totalement le pas de tir dans la région d'Arkhangelsk, dans le Grand Nord. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a jugé les propos de Vladimir Poutine irresponsables et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré que même pendant la guerre froide, l'URSS n'était pas allé aussi loin dans la menace. Les Occidentaux ne vont certainement pas réagir diplomatiquement à cette menace. Plusieurs lignes rouges fixées par le Kremlin ont été franchies et elles n'ont donné lieu à aucune représaille militaire envers les alliés de l'Ukraine. Ukraine, les États-Unis promettent 8 milliards de dollars d'aide supplémentaire. Jeudi 26 septembre, le président américain Joe Biden a annoncé l'augmentation de l'aide militaire à l'Ukraine avec une enveloppe de près de 8 milliards de dollars et de nouvelles munitions de longue portée avant de recevoir Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche. Mais le président américain ne fait toujours pas d'annonce sur les missiles à longue portée et leur utilisation sur le territoire russe. Joe Biden a aussi officialisé la tenue d'un prochain sommet en Allemagne pour coordonner l'aide à l'Ukraine avec ses alliés, rassemblant 50 pays. Lors de sa tournée aux États-Unis, Volodymyr Zelensky doit rencontrer les deux candidats à la présidence américaine, la démocrate et vice-présidente en exercice Kamala Harris et l'ancien président des États-Unis, le républicain Donald Trump. Ce dernier a longtemps refusé de rencontrer le président ukrainien, l'accusant de prolonger inutilement la guerre en refusant de céder les 4 régions sous occupation à la Russie. Macédoine du Nord, une adhésion à l'arrêt. Alors que les négociations d'adhésion de la Macédoine du Nord et de l'Albanie étaient couplées l'une à l'autre, les 27 ont acté mercredi 25 septembre le découplage des négociations d'adhésion. La Macédoine du Nord se heurte au veto bulgare qui considère que l'accord passé entre les deux pays sous présidence française en 2022 n'a jamais été respecté. Cet accord stipulait que la Macédoine du Nord devait reconnaître que sa langue était une langue bulgare, qu'elle devait octroyer un statut à la minorité bulgare et qu'elle devait cesser de revendiquer des personnages historiques revendiqués par la Bulgarie. Lors des élections présidentielles et législatives du mois de mai dernier, en Macédoine du Nord, c'est le parti de droite conservatrice, le VMRO-DPMNE, qui a raflé la mise. Un parti qui a toujours qualifié cet accord de trahison. Dès sa nomination en tant que Premier ministre, Christian Mickoski a annoncé vouloir dénoncer le compromis français et le renégocier. La présidente Gordana Siljanovska-Davkova avait de son côté refusé d'utiliser le nom de Macédoine du Nord, nom que le pays avait consenti à utiliser suite aux accords de Prespa avec la Grèce en 2018, un accord qui lui avait permis de formaliser sa candidature d'adhésion à l'Union européenne. Le parti au pouvoir a même prétexté la non-utilisation du drapeau macédonien à l'Opéra de Sofia, alors que la présidente s'y rendait dans un cadre informel la semaine dernière, ce qui n'est pas du tout une obligation, pour déclencher un incident diplomatique. La Bulgarie, que ce soit les partis de gouvernement ou d'opposition, se satisfait de cette prise de position de l'Union européenne. Le GERB, parti de droite bulgare, membre du Parti populaire européen, souhaite faire exclure le VMRO-DPMNE du Parti européen après les déclarations du vice-premier ministre macédonien Alexandar Nikolovski, qui avait traité le président bulgare Rumen Radev, je cite, d'incivilisé. L'Albanie devrait donc entamer prochainement les premiers chapitres de l'adhésion sur l'état de droit sans son voisin macédonien. Voilà, c'est ainsi que se termine cette semaine 39 d'Europe Hebdo. Merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode, abonnez-vous sur votre plateforme préférée, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube ou YouTube Music, et n'oubliez pas d'y laisser votre avis. Pour ne rien rater des publications du podcast, suivez Europe Hebdo sur Facebook, Instagram et LinkedIn, et n'hésitez pas à liker,
commentez et partagez pour en augmenter la visibilité. Si vous avez une remarque, une question ou une suggestion à faire pour le podcast, n'hésitez pas à vous inviter dans mes messages privés. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si vous voulez ne rien rater chaque semaine, abonnez-vous pour recevoir la newsletter du podcast. Le lien est à retrouver en description de cet épisode. Je vous donne rendez-vous lundi prochain, 17h30, sur Europe Hebdo.